Nous sommes des antifascistes issus de la Ruhr, une vieille région industrielle de la région Nordrhein-Westphalie en Allemagne. Nous venons de Bochum, une ville de l'Ouest, dans l'Ouest profond comme on dit ici. Bon, nous avons réalisé ici une fresque en décembre 2008 à propos de laquelle nous avons encore plusieurs choses à raconter. Depuis des années, nous recevons des informations selon lesquelles les meurtres racistes et fascistes se multiplient non seulement en Allemagne, mais aussi dans de nombreux autres pays européens. Des immigrants, des juifs, des homosexuels, des sans-abri, des jeunes alternatifs, des syndicalistes et bien sûr des antifascistes sont la cible des bandes de nazis petites de plus importantes. Depuis longtemps, la presse bourgeoise et ceux qui ne râlent que sur leur pouvoir d'achat se sont accommodés du fait que ces méchants fils et filles pètent en plomb et assassinent des personnes qui ne cadrent pas avec leur propre image. Cela arrange tout le monde parce que ces personnes n'entrent pas dans leur vision du monde, dans la vision bourgeoise dominante. Nous sommes des antifascistes actifs. Et nous remarquons que les immigrants et les marginaux sont de plus en plus l'objet de haine des nazis et du milieu bourgeois. Les antiracistes et les antifascistes sont ceux qui sans cesse contestent, critiquent et s'opposent au fascisme, au racisme et à l'uniformité bourgeoise. Et c'est à cause de cela que cette faction pure nous fait payer un prix élevé. Diffamation par voie de presse, calomnie de la part des représentants de la démocratie parlementaire, harcèlement de la part de la police, poursuites judiciaires et bien entendu, de tous ces côtés à la fois minimisation des attaques des nazis. Au cours des dernières années, de plus en plus de jeunes ont été victimes d'assassinats par des nazis, et cela à travers toute l'Europe. Tous font partie d'un mouvement culturel d'opposition des jeunesses, dont nous aussi faisons partie. Ils refusaient de subir les réalités du capitalisme ou du racisme, mais aussi la montée des groupes et partis racistes. Ils étaient malgré toutes les cultures, des langues et des genres aussi diversifiés que nous le sommes. Chacun d'entre eux était uno di noi, un d'entre nous. C'est pour cela que nous avons peint cette fresque, afin que vous et nous nous souvenions tous d'eux. Nous croyons qu'ils ont rêvé d'un monde meilleur, et qu'ils ont été arrêtés et condamnés injustement tout comme nous, qu'ils ont combattu pour leurs rêves. Ils continueront à vivre grâce aux résultats de nos efforts et de nos combats pour un monde meilleur, sans exploitation ni oppression. Les rêves relient le passé au présent et montrent la voie de l'avenir. Les rêves franchissent les frontières de façon fantastique, irritante, irrationnelle, par une confrontation qui remet tout en question, éclaire le désir, enterre la cupidité immorale, de façon subversive tout simplement. Et c'est grâce aux expériences, aux échanges et aux combats passés que notre combat d'aujourd'hui débouchera à l'avenir sur une victoire. Ni rien ni personne ne sera oublié. C'est dans cet esprit que nous avons donné comme titre à la fresque « Il continue à vivre dans nos rêves et nos combats ». Agli angoli degli occhi, agli angoli della bocca di García Lorca, morto in vano, Camilo Torres, morto in vano, Salvador Allende, morto in vano, Víctor Jara, morto in vano. Montagne di cenci, carne, stracci, carta, cuori, unghie e memorie, bruciati in fretta come nella camera di scoppio di un motore, su una forca o con le fucilate, con la carrotta o con la sedia elettrica. I vivi non ricordano lo sguardo, i vivi non ricordano lo sguardo di Nicola Sacco, morto in vano, Bartolomeo Vanzetti, morto in vano,
Giacomo Matteotti, morto invano, Giuseppe Pinelli, morto invano, e più neri di prima sono ritornati, lo stesso cognome, Mussolini. Usano un televisore come un cavallo di Troia, entrano nel futuro dei nostri figli, così come c'entrarono nel 920 per ricordarci che un giorno a Brescia sono morti in vano, a Ustica sono morti in vano, a Bologna sono morti in vano, a Marzabotto, sono morti in vano. Perché i vivi non ricordano, si è ammutolito il mio strumento quando ha capito che il popolo italiano di mare, di cielo e terra deve saperlo che ci portano alla guerra. Guarda nei libri, devi ricordarlo, ogni quanto tempo in Europa c'è un conflitto dove madri, padri, figli e figli sono morti da dimenticare. Perché i vivi non ricordano, perché i vivi non ricordano gli occhi dei Fratelli Cervi, morti in vano, Lauro Farioli, morto in vano, Marino Serri, morto in vano, Giovanni Arpizzoni, morto in vano. Sole vento che rincorri i continenti, tu che accarezzi il viso delle genti, raccogliene tutta la memoria, fanne un solco nella terra, perché col grano e con il pane cresca anche il ricordo. Jan Kuchera, qui se trouve complètement à gauche, était un antifasciste de Chibram près de Prague. Il est assassiné en janvier 2017 par les nazis. Jan fait partie des Sharpskins, skinheads contre le racisme. Le soir de son assassinat, il est assis avec ses amis et ses camarades dans un café. Ils sont provoqués par des nazis. Cela se termine par un affrontement à la suite duquel les antifas sont pourchassés dans les rues par les nazis. Jan et ses amis se réfugient dans un immeuble. Les nazis les suivent. L'un d'entre eux attend Jan en étage plus bas avec un couteau et le frappe avec celui-ci pendant la bagarre. Jan décède le soir même. Il n'a que 18 ans. L'assassinat déclenche une vague de solidarité dans toute l'Europe et des manifestations de soutien jusqu'à Essen, une ville voisine. Franco Serafini, Claudio Niccoli, Sotiris Petrula, À côté, nous voyons Fyodor Filatov. Il est poignardé le 10 octobre 2008 par 4 inconnus, alors qu'il sort de son appartement à Moscou. Il est très probable qu'il s'agisse d'un acte des nazis. Fyodor, âgé de 27 ans, joue un rôle majeur dans la création des structures antifascistes et antiracistes dans le milieu skinhead moscovite. Peu avant son assassinat, il confie à des amis qu'ils se sont surveillés et suivis. C'est en Russie qu'ont lieu la majorité des meurtres racistes et nazis. En 2006, on compte en Russie 62 assassinats commis par des nazis, puis 76 en 2007 et en mars 2008 on était déjà à 49 meurtres. Cette terreur est dirigée contre les migrants, les militants de gauche et les antifascistes, mais aussi contre des citoyens complètement apolitiques. Récemment, c'est l'avocat Stanislav Makelov et la journaliste Anastasia Baburova du journal Novaya Gazeta, tous les deux antifascistes qui sont abattus en pleine rue. Pour Fyodor, nous n'avons pas réussi à organiser des manifestations.
Pour Anastasia Baburova et Stanislav Markelov, nous avons manifesté le 7 février de cette année devant le consulat de Russie. Giorgiana Masi, Giuseppe Palumbo. Grigoris Lambrakis. Carlos Javier Palomino, le deuxième à partir de la droite, est un antifa de 16 ans habitant de Madrid. Il appartient aussi à la mouvance des skinheads de gauche. Le 11 novembre 2007, Carlos veut participer à une manifestation contre le défilé du parti fasciste Democracia Nacional. Dans le métro qui l'amène là-bas, lui et ses amis sont à cause de leur bandage repérés comme antifascistes par un militaire de carrière d'extrême droite. Le nazi, âgé à 26 ans, agresse et blesse à la poitrine 4 des amis de Carlos avec un grand couteau de chasse et planté son arme dans le cœur de celui-ci. Carlos meurt peu après. Dès que la nouvelle de la mort de Carlos circule au sein de la manifestation antifasciste, les antifas tentent violemment d'interdire le défilé nazi. Ils sont stoppés par la police qui tire avec des balles en caoutchouc. Le récit de l'assassinat de Carlos est déformé et dénigré par la presse. En Allemagne, le journal Spiegel attribue le tort aux jeunes antifascistes. Et il exagère l'âge de Carlos, adolescent, le faisant passer pour un jeune adulte. Une semaine après le meurtre, nous avons organisé ici à Bochum une manifestation à la mémoire de Carlos. Torreggio Carnevale. Gaetano Brescia. Walter Rossi. Au milieu, on peut voir Davide Cesare, également appelé Dax. David vient de Milan et appartient au milieu des habitants de l'Orso. Orso signifie Ure en italien et c'est le nom d'un vieil immeuble occupé par des skins, des punks et des supporters des foot de gauche. En mars 2003, David se querelle avec un fasciste italien du quartier. Ils s'insultent. Quelques nuits plus tard, ce fasciste agresse David avec ses fils. Au moment où ce dernier entre dans un bar, les fascistes se jettent sur lui et le criblent de coups de couteau. Puis il s'enfuit. Dax aurait peut-être pu survivre à l'agression au couteau si les carabiniers n'avaient pas retardé son évacuation. D'autres clients du bar et des voisins protestent immédiatement contre le comportement de la police. Alors que les amis de Dax atteignent l'hôpital San Paolo di Milano, ils apprennent qu'il est décédé et qu'un autre de ses amis subit une opération d'urgence. L'attitude de la police provoque une importante colère. La police répond à la protestation des amis de Dax devant et dans l'hôpital de façon brutale. La police utilise des battes de baseball à cette occasion et poursuit les personnes présentes jusque dans le service des urgences où certains veulent se cacher. Les images que nous voyons ici sont celles fournies par des voisins qui ont filmé le tout depuis leur fenêtre. Dax avait 26 ans et laisse sa fille derrière lui. Yolanda Palladino, Ines Versari, Emiliano Zapata. Comme on se souvient facilement, c'est Renato Biaghetti qui arrive ensuite d'Italie lui aussi. Le 28 août 2006, il est assassiné à Focene, en banlieue de Rome. Ce soir-là, il revient avec son ami et une autre amie d'une discothèque située sur la plage. Il y a eu une soirée reggae dancehall. Renato aime le reggae et est un DJ passionné de musique électronique. Cette discothèque de plage est connue pour être la seule dans cette partie de la ville dominée par l'extrême droite que des jeunes de gauche fréquentent aussi. Alors que Renato se rend en sa voiture avec ses amis, il est suivi par 2 jeunes fascistes qui le provoquent puis l'attaquent avec des couteaux. Renato est mort à l'âge de 26 ans. Jusqu'à aujourd'hui, les médias et les institutions ne veulent pas évoquer le fond d'extrême droite de l'affaire. Bien que l'un des agresseurs porte sur le bras le tatouage d'une croix celtique fasciste où l'on peut lire « Force et honneur ». Ses amis continuent à effectuer un travail de recherche et de mémoire. À cette occasion, il évoque Renato avec son nom d'artiste et son logo Rinoise. C'est également sous ce nom que s'est créé à Rome un studio d'enregistrement destiné à soutenir des groupes débutants. C'est de cette façon qu'ils veulent perpétuer le souvenir de Renato et de sa passion pour la musique, à travers
l'impulsion donnée aux jeunes musiciens et aux nouveaux groupes. Nous avons également intégré à notre fresque le symbole de Rinato, le logo de Renault. Pietro Greco, detto Pedro. Camillo Cienfuegos. Stephen Biko. L'image située au bord de la fresque montre le musicien russe Timur Kacharova. Il est poignardé le 13 novembre 2005 par les nazis à Saint-Pétersbourg. Il est étudiant à la faculté de philosophie de Saint-Pétersbourg, joue dans 2 groupes d'extrême gauche, s'implique dans diverses actions politiques et est militant antifasciste. Ce jour-là, il va avec un ami à un rassemblement organisé par Footnote Bombs, un collectif engagé socialement. Footnote Bombs est un groupe qui distribue gratuitement des repas aux sans-abri. Il reste un peu plus longtemps à l'endroit où se trouvait le stand de Footnote Bombs. À cet instant, ils sont agressés à coups de couteau par 10 à 12 naziskins. Leur agresseur les sont entièrement épiés. Son ami Maxime Skiba est grièvement blessé. Timur reçoit 5 coups de couteau mortels à la gorge et décède sur place. Timur vient d'avoir 20 ans. Rina Feruglio. Ernesto Che Guevara. Gennarino Capuzzo. Complètement à gauche sur l'image, on peut voir Thomas Schulz. Nous l'avons placé volontairement à cet endroit afin qu'on puisse bien le voir depuis la rue. Thomas, ou mieux Schmuddel, est un punk de Dortmund, la ville voisine. Il est le plus âgé de tous ceux dont les portraits ont été peints. Il a 13 ans et c'est un skinhead nazi de 17 ans qu'il a lâchement poignardé. Le 28 mars 2005, Thomas se trouve avec des copains punk en route pour un concert. Dans la station Kampstraße, il rencontre dans les escalators, venant dans la direction opposée, les naziskins Sven Kalin et son ami. Ils s'échangent des insultes. Lorsque le nazi leur demande de venir s'expliquer avec lui, il n'y a que Thomas qui va vers lui et commence à lui reprocher sa mentalité de nazi. Ce que Thomas, qui est ivre, n'a pas compris, ce que Sven Kalin a déjà dégainé un couteau avec une lame de 15 cm et le sort devant lui. Lorsque le métro entre dans la station, Kalin ne se contente pas de montrer à l'intérieur. Plutôt que de rentrer chez lui, il plante des couteaux jusqu'à la garde dans la poitrine de Thomas. Celui-ci est touché en plein cœur. Thomas laisse 2 enfants derrière lui. Fast gelang es vergessen, doch bei so manchen Verbrechen weiß ich genau, es kann eigentlich jeden anderen treffen. Ich fange an am besten zu erzählen über diesen einen Abend auf dem Weg zu einem Konzert. Es sollte nunmehr keinen schaden, doch ich muss leider sagen, was in etwa so passierte, bevor Schmuddel starb, weil das Messer ihn berührte. Deshalb führt mich die Geschichte zu paar Punk an einer Rolltreppe. Ein Arzt rief, sie sollen kommen, wenn sie was gewollt hätten. Ja, es entstand ein Wortgefecht, doch nichts macht diesen Mord gerecht, dass er so jung gestorben ist. Er lebt den nächsten Morgen nicht und Schmuddel geht den Weg entlang. Er denkt, er nimmt keine Gefahren hin, doch kurz danach sieht man, wie er zu Boden in der U-Bahn sinkt. Es war Mord und kein Totschlag, das war den meisten schon klar. Da half auch kein Notarzt, weil er am selben Abend tot war. Kalin, Teil der Szene, ein staatlich geregeltes Fazit. Er kommt milde davon, Dortmund streichelt so für jeden Nazi. Hat es mit offenen Augen nicht gesehen, konnten nicht glauben, dass ein rechter Mord ist geschehen. Dortmund kann sich nicht erlauben, so gibt's kein Nazi-Problem. Den ganzen Blinden und den Tauben wäre das auch zu unbequem. So sind wir mit diesem Track dabei, Schmuddel zu gedenken. Es ist uns nicht einerlei, wenn sie sein Gedächtnis kränken. Die CDU verweigert sich, einen Stolperstein zu setzen. Das wären Wortwörter auch für linke Chaoten, so sie hetzen. Und für Nazis ebenso, die würden sich dann fetzen. Ich weiß, was CDUler schätzen, woran sie sich ergötzen. Die Mitte heute ganz in schwarz, die sich nicht widersetzen. So fällt es leider schwer, Nazi-Strukturen zu zerfetzen. Ich weiß, dass ihr alle Angst habt, ihr tut nicht einen Handschlag. Viele linke Splittergruppen nehmen euch den Kampf ab, doch ihr es nicht erkannt habt, denn ihr geht so auf euer Land ab, so wie ich auf einen fetten Beat. Ihr seid so krampfhaft.
À l'heure d'aujourd'hui, la ville de Dortmund refuse de laisser poser une plaque à la mémoire de Thomas Schulz. La CDU, parti chrétien-démocrate, ne veut pas entendre parler de lieu à la mémoire de victimes des combats de rue entre extrémistes de gauche et de droite. Honte à vous. La scène nazie fête le meurtre de Thomas comme un acte héroïque. Siegfried Borchardt, un nazi connu, écrit un texte dont le titre est « No Tears for Punks », pas de larmes pour les punks. Et d'autres nazis affichent des paroles telles que « celui qui se trouve sur le passage doit en assumer les conséquences ». Que tout sache ceci, rien n'est oublié et rien n'est pardonné.